oder im Visier. Also sozusagen. Ah, c'est l'œil au sens de l'œil. Dans la visée. Ouais. Oui, mais là, je voulais dire l'œil, l'organe. Ah oui, oui, Augen. Ouais. C'est-à-dire que c'est un jeu de mots sur ouais. une expression qu'on dit en français, on dit la mort dans l'âme. Dans l'âme, ah oui. La mort dans l'âme, ça veut dire quelqu'un qui est vraiment qui est au plus grand désespoir. Oui. Donc il doit faire quelque chose et il n'a aucune envie de le faire. Et il dit j'ai accepté la mort dans l'âme. Ah oui, oui. Vraiment, il n'avait aucune envie de le faire. Là. Donc c'est un jeu de mots sur cette expression. Est-ce qu'on vous voit? Oui. On peut faire des bruits de café, il n'y a pas de problème? Oui. Alors, je vais peut-être commencer un instant, ça ne marche pas encore. Si. Pourquoi je n'entends pas? Monsieur Zaktansky, dans votre livre, vous dites que ce n'est pas un livre contre le cinéma. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est un livre contre l'idée du cinéma comme un septième art, comme une grande forme d'art qui peut exister comme une grande forme d'art, comme la littérature, comme la peinture? Lorsque j'ai dit que ce livre n'était pas un livre contre le cinéma, la phrase à laquelle vous faites allusion, elle est suivie immédiatement pour dire le cinéma est l'idole, c'est un bout de bois, ce n'est pas un vrai Dieu, et celui qui est berné, c'est l'idolâtre, à savoir celui qui considère que le cinéma est divin. Donc en effet, d'une part, le cinéma pour moi n'est pas de l'art, mais ce que j'ai voulu dire, c'est le mot contre est important. Quand je dis ce livre n'est pas contre le cinéma, ça signifie que ce n'est pas un pamphlet, contrairement à ce qu'on a pu dire dans les journaux, ce n'est pas du tout un pamphlet. C'est une manière de comprendre pourquoi aujourd'hui le cinéma est mort. Parce que je considère que le cinéma est mort, non seulement d'un point de vue de la société elle-même, c'est-à-dire économique, financier, maintenant les jeux vidéo, le multimédia va prendre la place du cinéma, c'est terminé, c'est quelque chose qui s'éclot le cinéma. En tout cas au sens où le cinéma était quelque chose qui avait une hégémonie culturelle absolue dans les années 40, 50 et 60. C'est terminé, cette hégémonie culturelle du cinéma n'existe plus. Alors dans ce point, vous êtes exactement d'accord avec Godard? Oui, ça c'est un constat que tout le monde fait. Seulement moi j'essayais de comprendre pourquoi. D'où venait cette mort, cette mort pas précoce, bon ça a duré 100 ans, un peu plus d'un siècle, mais de quoi le cinéma est mort? Et en fait, la thèse de mon livre est très simple, c'est que le cinéma est mort parce qu'il portait la mort en lui. Le cinéma est, pour reprendre une des formules que j'ai opposées à Godard, dans le camp de la mort. Le véritable camp de la mort, c'est le cinéma en soi. Et ça se prépare bien en amont de l'histoire de l'invention du cinématographe. C'est quelque chose qui surgit avec l'apparition du daguerréotype, donc avec la reproduction technique d'une image, et qui surgit concrètement à ce moment-là, mais qui se prépare bien en amont chez Platon, et qui met en cause l'ensemble de la métaphysique occidentale. Voilà, c'est pour ça que c'est pas contre le cinéma, au sens où je ferais un pamphlet où je dirais oui, c'est mieux, la littérature vaut mieux que le cinéma. C'est vrai que mon point de vue, le belvédère depuis lequel je juge et je pense la question du cinéma, c'est la littérature, c'est le verbe, en effet. Mais c'est pour ça que je dis que ce n'est pas contre. C'est ça que je voulais dire dans cette phrase de la quatrième de Platon. Mais si on dit le cinéma est mort, disons, vous dites que c'est un constat que tout le monde fait. Culturellement, socialement, il est mort, oui. Il y a encore beaucoup de films qui se font, il y a aussi peut-être de très bons films qui se font, non? Mais peut-être on peut dire qu'il ne joue plus un rôle dans la pensée ou dans Il joue encore un certain rôle, mais ce rôle, un rôle d'influence, disons, que moi je qualifierais même d'un rôle de stupéfiant, au sens où on parle d'un stupéfiant pour une drogue, ou d'hypnose, c'est-à-dire qu'il a une grande influence sur les jeunes ou sur les moins jeunes, le cinéma d'aujourd'hui, le cinéma hollywoodien. Mais ce rôle est d'ores et déjà partagé, par exemple, par la publicité. Un réalisateur qui voudrait faire, moi je parle des films qui ont une influence, qui ont un grand nombre de téléspectateurs, par exemple Matrix. Voilà, on ne parle pas de films d'auteur. Film d'auteur, c'est encore autre chose, et il y en a de toute façon de moins en moins, parce que l'économie dévaste tout. Mais un film qui a besoin d'un gros budget, la plupart des films ont besoin de plus en plus de gros budget, pour lutter contre le jeu vidéo, et contre la télévision, et contre toutes ces choses-là, pour rester le cinéma,
il doit faire la part à la publicité. Donc on est obligé aujourd'hui d'avoir des marques à l'intérieur des films. Il y a des accords entre les marques et les maisons de production pour pouvoir, voilà, donc si le dernier James Bond il a une BMW, c'est sûr que ces choses-là ne sont pas au hasard, vous voyez. Si dans un autre livre on voit que le héros ou si on voit dans un film d'action un camion de Perrier qui explose, c'est pas un hasard. Si c'est un camion de Perrier plutôt qu'un camion de Coca-Cola, il y aura eu des accords financiers. Oui. Donc il n'y a pas une grande différence sur le fond, si vous voulez, d'un point de vue artistique, avec les accords que la télévision passe en permanence avec les diffuseurs publicitaires. De moins en moins. C'est ça que j'ai voulu dire. D'autre part, c'est vrai que le cinéma est un art qui porte la mort en soi, et que cette mort était déjà intrinsèquement, substantiellement contenue dans l'invention de la photographie, parce que pour moi les deux sont évidemment liés, mais il y a de beaux films. C'est quelque chose de différent. Ce que je dis à un moment, aucun film n'arrive, le cinéma n'arrive pas au mollet de la muse. On dit ça n'arrive pas à ma cheville en français, donc ça signifie c'est vraiment beaucoup moins bien. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas un seul film dans toute l'histoire du grand cinéma, d'Orson Welles, de Hitchcock, de qui vous voulez, qui rivalise en spiritualité, en puissance de pensée, en profondeur, en beauté rhétorique ou lyrique, avec une page de Proust, ouais, ou avec une page de Shakespeare. Personne, ça c'est mon avis personnel. Voilà. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de beaux films. Je fais l'éloge de certains films, je parle de Oedipe Roi de Pasolini, dont je fais un grand éloge dans mon livre, des films de Jean Rouge, donc il y a des films que j'aime, même d'Orson Welles. oui. Il y a certains films qui me plaisent beaucoup. Et même certains films de Godard, dans Pierrot le Fou par exemple, il y a des passages. Je dis Godard par exemple est bon quand il est drôle. Oui. Voilà. Le problème c'est que sa drôlerie s'est très vite laissée envahir par sa volonté de rivaliser avec le verbe. On ne peut pas le dire autrement. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas juste, c'est pour ça que c'est pas un livre contre le cinéma où je dis il n'y a aucun film. Sinon, ce serait une question de goût personnel et il n'y a pas de quoi faire un livre. On pourrait dire moi j'aime lire, j'aime pas aller au cinéma, après c'est tout, il n'y a pas de quoi faire un livre. Là, c'est vraiment un livre de pensée, de compréhension, de radiographie de qu'est-ce qu'il y a, d'où vient cette morbidité intrinsèque du cinéma dont il est mort. En fait, il n'en est pas, c'est pas qu'il est mort de quelque chose, c'est qu'il était lui-même la mort. Et que la mort aujourd'hui a d'autres instruments pour la mort avec un M majuscule, si vous voulez, la mort comme concept. Ouais. Elle a d'autres domestiques, si vous voulez, ou d'autres servants, d'autres serviteurs pour régner sur le monde. Mais toujours sous la forme de l'image. Ah ouais. Voilà. C'est un livre très pessimiste. Oui. C'est un livre sur notre temps, c'est pas un livre d'histoire du cinéma. Ouais. Même si je remonte très loin. Et à votre avis, dans les années 60, la nouvelle vague, elle était encore le cinéma vivant qui jouait, disons, quand même un rôle dans la pensée publique? Elle a eu un rôle d'influence, mais pour moi, il n'y a pas eu de changement de substance. Il ne peut pas y avoir de changement de substance. Ouais. Le cinéma est dépendant de son outil technique, à savoir la caméra ou la reproduction technique de l'image. Oui. Ça, on n'y échappera pas. Même une caméra vidéo, même si c'est une autre technique, la numérisation n'est pas la même chose que la bobine argentique. Mais on est dans la reproduction de l'image. Et à partir du moment où on est dans la reproduction technique d'une image, on n'est plus dans la peinture, on n'est plus dans la littérature, on n'est plus dans la musique, on est dans autre chose. Donc cette malédiction qui pèse sur le cinéma à sa naissance, et même bien avant sa naissance, la nouvelle vague, avec tout le contenu, avec toutes les possibilités de tout ce qu'elle a tenté pour échapper à cette malédiction, parce qu'ils le savent, les cinéastes. Godard est d'accord, on en a discuté. Il sait bien, il le dit à la fin des histoires du cinéma, de son film, les histoires du cinéma. Il sait bien qu'il y a quelque chose qui pèse, une sorte de malédiction qui pèse sur le cinéma, qui est en rapport avec le néant, donc avec quelque chose de très profondément ancré dans l'histoire de la métaphysique occidentale, je le redis. Et ça, on ne peut pas y échapper. Vous pouvez être le cinéaste le plus lumineux, le plus puissant intellectuellement possible, vous n'y échapperez pas. Alors qu'un écrivain, depuis toujours, un peintre, les premiers peintres de l'histoire de l'humanité à Lascaux, ils avaient besoin de pas grand-chose. Il y avait une muraille devant eux, ils utilisaient quelques couleurs, je ne sais pas quelle sorte de matière, et ils nous ont fait des figures qui sont impérissables, et qui portent la vie en elles, et non pas la mort. Et c'est des questions métaphysiques assez profondes, c'est compliqué. Mais pour parler plus précisément de Godard, Godard le sait. Il y a quelque chose chez Godard, et il le dit dans ses films, qui le sait. Mais il continue de prendre le parti de la mort. C'est-à-dire, il est un des rares, il est assez lucide sur les défaillances intrinsèques et substantielles de l'art cinématographique. Il le sait très bien. Mais il le dit dans cet entretien que j'ai eu avec lui, et il le dit, je pense, dans plusieurs de ses films, il ne sait pas quoi faire d'autre. Et du coup,
cette défaillance substantielle, consubstantielle au procédé cinématographique en soi, Godard l'a transformé en une adversité, une rivalité entre le verbe et l'image. Ah oui. Voilà. Ça, vous parlez, vous prenez deux expressions différentes. D'un côté, vous parlez d'un complexe d'infériorité de Godard Oui. par rapport à la littérature, ce que je peux comprendre un peu mieux. Par rapport à sa propre histoire, Oui, c'est oui. pas un jugement extérieur, c'est qu'il voulait être romancier, et dans Oui, ses films, on sent qu'il a une sorte d'agressivité, parfois comique, parfois drôle, parfois un peu potache, un peu d'un lycéen, vous voyez, d'un mauvais élève qui voudrait dire du mal du premier de la classe, contre la littérature. mais il utilise beaucoup la littérature. Il cite sans fin. C'est vrai. Ses tout récents films, disons, ne sont, je crois, à 90%, les dialogues sont des citations. Il montre souvent les livres. Alors, un complexe d'infériorité, je comprends, mais une haine antilittéraire, ça, Ça, bon, je faisais allusion à certaines de ces phrases. En tout cas, le complexe d'infériorité et la manière dont Godard cite, c'est toujours de manière cinématographique. Je dis par exemple, il cite les couvertures de livres. Oui. Voilà, bon, c'est la marchandise, c'est l'objet, ça n'a aucun intérêt la couverture de livre. Il faut citer une pensée. Je vais vous citer, moi maintenant, vous allez voir qu'on n'a plus dans la couverture de livre, une phrase de Martin Heidegger, et je vous donnerai la référence, moi je l'ai en français parce que je ne lis pas l'allemand, mais c'est dans le Nietzsche de Martin Heidegger, si vous voulez la retrouver en allemand pour votre diffusion. Et vous allez voir que là, on est dans quelque chose qui pense vraiment la question de l'image. Et il ne me viendrait pas à l'idée de dire, oui, Martin Heidegger dans Nietzsche, dans un de mes livres, lisez ce qu'il dit sur l'image, et puis passer à autre chose. Soit on est dans la chair même de la chose, soit on est dans une image. C'est-à-dire qu'en fait, on peut considérer que certaines manières un certain rapport au verbe peut être de l'ordre de l'image, et non pas du verbe. C'est ce qui est le cas chez Godard, c'est ce que j'ai constaté chez Godard. Il est toujours dans un rapport photographique au verbe et au livre. Toujours. Ah oui, c'est ça que je veux dire. Et je crois qu'il dit souvent Alors, il que peut citer autant qu'il veut, c'est comme un générique. Il cite les cinéphiles en général, même les très grands cinéphiles, comme Danet, comme les autres. Quand ils citent beaucoup de livres, c'est toujours sous la forme d'un générique. Ils citent les titres et ils ne vont pas tellement plus loin. Ils n'ont pas un rapport intérieur à la verbalité. C'est normal, c'est pas leur métier, donc il n'y a que les écrivains qui peuvent faire ça. Mais Godard, enfin beaucoup de Godardiens ou de cinéphiles considèrent que Godard finalement est du côté de la littérature, est du côté du roman. Moi je dis non, il est évident qu'il est derrière un paravent qui est son propre regard de cinéaste sur le livre. Oui. Avec un L majuscule. C'est pas, pour lui, le livre n'est pas ce que Mallarmé appelait un instrument spirituel chez Godard. Et c'est impossible. C'est pas possible d'un point de vue cinématographique de rentrer dans la chair même du livre. Je vous cite cette petite phrase de Heidegger, qui est en plus qui correspond exactement à ce que je suis en train de vous dire maintenant. Martin Heidegger, donc dans son Nietzsche, dit « Les penseurs sont les fondateurs de ce qui ne devient jamais perceptible par l'image, de ce qui ne se racontera jamais historiquement, de ce qui ne saurait jamais être calculé techniquement, mais qui règne sans avoir besoin de puissance. » Voilà, alors c'est une phrase extraordinaire, d'une part parce que on y a le constat que l'image, et c'est l'image technique à laquelle pense Heidegger évidemment, il ne s'agit pas juste de choses qui apparaissent sur l'œil, je fais la différence, personne, enfin, les journalistes n'ont évidemment rien compris, il y a un imbécile, un jeune journaliste qui dit oui mais alors dans la Bible on dit que Dieu créa l'homme à son image, donc vous êtes contre l'image, donc vous êtes la création, c'est grotesque. J'ai précisé dès le début, je parle de l'image technique, je démarre avec Baudelaire analysant l'arrivée du daguerréotype, donc je parle de l'image reproductive techniquement. Pas de la peinture. Pas de la peinture et pas d'une manière générale, je suis en train de vous regarder pour mon cerveau, vous êtes une image puisque j'utilise ma vision. Donc c'est pas la vision organique. Même si, dans mes analyses du Timée, je reprends la manière dont Platon considère l'importance politique de la vision, et philosophique de la vision. Mais ça, c'est autre chose, c'est l'idéologie de Platon. Oui. Le discours sur les idées de Platon. C'est dans le discours de Platon, c'est pas le fait anatomique que nous avons tous des yeux, c'est évident. Donc pour moi, c'est ça, quand je dis l'image, il faut toujours, je ne devrais pas avoir le précisé, je parle de l'image reproductible techniquement. Donc vous voyez, donc il y a la question de la puissance, de cette puissance qui est dans la pensée, d'après cette phrase que je viens de vous citer de Heidegger, et qui n'est pas qui est un règne sans puissance, exactement. Ce règne sans puissance, c'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre, par définition, donc, de la domination. Et pour moi, en effet, la pensée, et quand je dis la littérature, pour moi, c'est un peu comme lorsque Heidegger parle de la poésie, pour moi, la littérature, c'est la pensée. Elle appartient à un ordre spirituel qui est un ordre
qui est une puissance de vie, enfin quelque chose qui est de l'ordre de la résurrection même on pourrait dire, donc qui est une victoire sur la mort, mais qui n'est jamais de l'ordre de la domination, ni sociale, ni même spirituelle. Or le cinéma, comme beaucoup d'autres choses, très vite a été d'emblée l'allié de la domination. Il était l'allié de la propagande, de l'idéologie. Alors il y a aussi des livres, des romans qui ont été écrits par propagande, mais jamais de grands romans. D'une manière générale, la littérature, quand on considère l'histoire de la littérature en Occident, en tout cas en 20 siècles de littérature, d'une manière générale, très fréquemment, les grands romans, les grands écrivains qui sont restés, pas seulement les romans, les grands écrivains qui sont restés, étaient des écrivains qui étaient des critiques extraordinairement acerbes de leur époque, des défauts de leur époque, quel que soit l'écrivain, quelle que soit l'époque et quelle que soit la langue dans laquelle il s'exprimait. Or, cette puissance de domination, qu'on va retrouver même chez Godard, j'en ai pointé la naissance, l'irruption, mais idéologique cette fois-ci, chez Platon. Et quand on comprend bien, et en particulier, non pas dans la République où il y a la fameuse légende de la caverne, que tous les cinéphiles citent comme étant la première idée du cinéma, pour moi, c'est pas vraiment dans la caverne que ça apparaît, c'est dans ce dialogue, pas le plus connu de Platon, qui s'appelle le Timée, où il y a une phrase en revanche qui elle est très connue et qui concerne le temps, et donc vous savez que le cinéma c'est quand même aussi en rapport avec la question du temps, c'est-à-dire c'est des images mises en mouvement, donc la question du temps est importante dans le cinéma, c'est la différence entre le cinéma et la photographie, c'est qu'il y a du mouvement. A priori, la phrase du Timée qui est la plus connue, qu'on apprend ici en France en terminale, en philosophie, c'est le temps est une image mobile de l'éternité. Et bien cette phrase, très profonde de Platon, très importante, je l'analyse mot à mot dans le grec dans mon livre, c'est une conception cinématographique du temps. C'est ce que Heidegger, à la fin de Sein und Zeit, nomme, à propos de Hegel, l'horizontalité des maintenant. On n'est pas du tout dans le temps résurrectif, si j'ose dire, des extases heideggeriennes. Vous voyez, et comme vous le savez, je ne vais pas vous apprendre ça à vous qui êtes allemand, Sein und Zeit marque une rupture radicale avec la conception que l'on avait du temps jusqu'à lui, depuis Platon jusqu'à Hegel. Et cette conception, cette innovation radicale dans Sein und Zeit, elle est de l'ordre d'une déshorizontalité du temps, de la temporalité. Je le dis avec mes mots à moi, hein, je ne suis pas en train de citer Heidegger, je vous le métaphorise en direct si vous voulez, et d'une émergence, d'une insurrection de la temporalité telle que le passé, le présent, ce qu'on appelait le passé, le présent et l'avenir, ne sont plus dans une succession mobile d'une éternité qui les précéderait, comme c'était le schéma classique depuis Platon. Et bien cette innovation que Heidegger retrouve, c'est ce que moi, dans certains de mes textes, j'ai appelé le temps prophétique dans la Bible juive, dans la Bible en hébreu, c'est-à-dire quelque chose qui en effet échappe à l'horizontalité des maintenant. Or, le cinéma était condamné par sa technique, mais aussi parce qu'il naît chez Platon, parce que la conception que le cinéma se fait du temps et du mouvement, elle est platonicienne. Il était condamné à demeurer dans l'horizontalité des maintenant. Et cette horizontalité des maintenant, cette temporalité-là, à laquelle le cinéma, par définition, est condamné, d'un point de vue technique, c'est une temporalité qui est en rapport directement avec la manière dont Platon conçoit la différence, la mort, donc le rapport de l'âme et du corps, et c'est une temporalité qui est directement en rapport avec la manière dont Platon conçoit la possibilité dans la République de régner sur les citoyens, de dominer les citoyens par le regard. Tout cela fonctionne ensemble. Alors c'est assez complexe, c'est pour ça que c'est un gros livre, mais ce sont des choses qui sont à même la génétique, si vous voulez, du cinéma. Le cinéma ne pouvait pas y échapper. Et aucun cinéaste ne pourra jamais y échapper s'il utilise le cinéma pour s'exprimer. Un peintre y échappe un bon peintre, un grand peintre. Il y a de grands cinéastes. Mais cette malédiction-là, cette morbidité-là intrinsèque du cinéma, aucun cinéaste n'y échappe. Et Godard, pour qu'on parle un peu plus de lui, est celui qui le manifeste le plus. C'est pour ça qu'il m'a intéressé. C'est celui qui le manifeste le plus, de la manière la plus évidente. Cette morbidité intrinsèque du cinéma. Alors lui essaye de la travailler, mais ça le travaille lui-même beaucoup, la mort dans son cinéma. Vous parlez de l'imposture cinéphilique, d'un mensonge, Godard le faux. Oui, parce qu'il y a un rapport à la vérité, tout ça est dans un rapport avec la vérité.
Le problème de Godard, si vous voulez, c'est que pour exprimer bien le malaise qu'il a vis-à-vis du verbe, parce que moi je considère comme un malaise vis-à-vis du verbe, vis-à-vis de la lettre, vis-à-vis du livre, pas du livre, enfin vis-à-vis de la littérature, pour l'exprimer de manière puissante, on ne peut l'exprimer que par du texte. Or, chez Godard, non seulement je vois, mais pour des raisons vraiment qui profondes, c'est-à-dire qu'il filme son propre regard. C'est ce que j'analyse lorsque j'analyse 2 ou 3 choses que je sais d'elle, ce film de Godard, qui est un film intéressant, parce que c'est vraiment, là, il est dans la pleine puissance de son agressivité contre la littérature. Il parle de Faulkner, bon, il met en rapport les mots et les images. On est dans les années 70, donc on est en pleine explosion de ce que Guy Debord va nommer autre grand penseur qui a réfléchi sur le cinéma et qui lui-même a fait des films qui sont des films de critique radicale de ce qu'est le cinéma en substance. Oui. On est en pleine époque d'émergence absolue de ce que Debord appelle le spectaculaire intégré, c'est-à-dire le dernier stade de la société du spectacle, où ce sont des images qui règnent et qui, enfantant des images et élaborant des rapports sociaux eux-mêmes, qui étant des rapports d'image à image, ne laissent plus aucun interstice pour autre chose que la falsification. Voilà, donc ce sont des choses assez complexes, mais Godard, lui, n'échappe pas à cette falsification-là. C'est pour ça que je dis Godard le faux, bon c'est un jeu de mots avec Pierrot le fou, évidemment, en français. C'est qu'il est dans cette fausseté-là, il la connaît, il y a en lui une part c'est pour ça qu'il y a quelque chose de mélancolique chez Godard. Il connaît cette misère-là de son art. Vous voyez, j'emploie des mots assez forts, mais bon. Il sait, il y a en lui une part, il voulait être écrivain, il s'intéresse à la littérature, il lit, il y a en lui quelque chose qui sait qu'il y a dans la littérature cette puissance toute simple de résurrection que le cinéma n'atteindra pas. Il le dit dans certains de ses films, et il continue de prendre le parti du cinéma. C'est normal, c'est un cinéaste. Mais j'explique comme ça cette complicité de Godard avec la mort par une forme de mélancolie choisie. Voilà, bon, c'est comme ça, après, c'est des questions personnelles, pourquoi il a choisi ça. Et est-ce que vous avez suivi, parce que vous parlez plus des films anciens, est-ce que vous avez aussi suivi les films des dernières 10 ans ou... Bien sûr, bien sûr. Je parle de Matrix quand même, donc vous voyez, les films de Godard. Ah oui, bah oui, j'ai été invité à une projection de Notre Musique, donc son dernier. Bon, pour moi, c'est toujours pareil, quoi. C'est pas... très franchement, les films qui m'ont semblé les plus intéressants, c'est ceux où il attaque le plus la littérature, parce que précisément, il se place il rentre sur le ring face à moi, enfin face à mon domaine à moi, si vous voulez. Donc là, ça m'intéresse plus. Et je trouve qu'il était plus drôle autrefois. C'est-à-dire que je pense que Godard, ce qu'il y a de meilleur en Godard, c'est son humour. Et il mettait plus d'humour dans ses films autrefois que maintenant. La mélancolie a tout envahi chez Godard, me semble-t-il. Je ne suis pas un grand spécialiste de l'œuvre de Godard, et puis je m'en fous, je ne suis pas cinéphile. Donc vous voyez, je ne parle pas des films en connaissant tout. Mais si vous voulez mon avis à moi, il me semble que il y a des passages, les passages les plus réussis de Pierrot le fou, par exemple, sont ceux où il y a une très excellente idée, je le lis dans le livre d'ailleurs, c'est au début de Pierrot le fou, quand il y a un cocktail entre des gens qui se parlent, qui sont très bien habillés, dans la haute société ou dans la haute bourgeoisie, et tout ce qui se trouve à dire, c'est à réciter des slogans de publicité qui passent à la radio ou déjà à l'époque à la télé. Ça, c'est une excellente idée, c'est-à-dire ça montre que le discours soi-disant raffiné, social de la classe sociale la plus haute et la plus apparemment intellectuelle, ne fait finalement que reprendre des slogans publicitaires. Il n'y a pas de pensée non plus à ce niveau-là de la société, dans cette couche supérieure de la société. Donc ça, c'est une excellente idée, voilà, il l'a très bien mise en film, ça. C'est drôle, c'est amusant, il y a une idée dedans, voilà. Là, c'est le meilleur Godard. C'est pas une question de goût, vous voyez, c'est pas parce que c'est pas du point de vue des images ou de la fabrication du film. Non, ce qu'il fait, c'est son discours à lui, mais mon jugement à moi, c'est que la morbidité, comme une nappe d'huile qui se répand, a envahi l'œuvre de Godard, et l'œuvre de tous les cinéastes. Il n'y a pas que Godard, mais les autres, quand c'est le cinéma hollywoodien, par la puissance de la technique et des trucages, on a une impression de surexcitation cocaïnée de l'action qui fait qu'on ne voit pas nécessairement tout de suite le côté morbide de la chose. Mais la mort est, selon moi, le vrai maître de quelque film que ce soit un film d'auteur ou un film hollywoodien. Je pense que ça pourrait se démontrer assez facilement, y compris dans les films de Bresson, dans les films de Besson, de Bresson, pardon, ou dans les films de comment il s'appelle
Ils ont fait un Hölderlin, il travaille avec sa femme. Straub. Voilà. Straub. Vous voyez, dans ce genre de film, on peut prendre des... y compris chez Orson Welles. Donc y compris chez de grands cinéastes. Oui. Ce sont des choses qu'avait vues, c'est pour ça que mon livre lui est dédié, que La mort d'André est liée, et c'est quelqu'un qui a bien capté les deux et qui a pris le parti de la littérature. Il a fait le choix inverse, c'est Artaud, Antonin Artaud, qui a été acteur, comme vous savez, qui a même écrit des scénarios, et qui est l'un des plus grands écrivains en français du XXe siècle. Et lui, il a compris ça. Il a vu ce potentiel de mort dans le cinéma, il a pris le parti de la... Alors c'était très douloureux, c'était très compliqué pour lui, parce que de toute façon, il était dans un combat perpétuel contre ce que lui nommait les envoûtements, à savoir, d'une certaine manière, la volonté de la société de prendre possession de son propre corps, à lui, en tant qu'être de verbalité singulier, et génie, et tout ça il le savait, mais il est très clair que Artaud voit ce qui se passe quand le cinéma parlant apparaît, et en 1933, il faut dire, c'est la date de l'arrivée d'Hitler au pouvoir en Allemagne, iront avec le cinéma. Voilà un texte qui s'appelle la mort précoce du cinéma, que je cite dans mon lycée à la fin, tout ça. Donc. Tout ça, vous voyez, pour montrer que la politique n'est jamais éloignée de la... Et non seulement les nazis, mais les Américains, les Russes, tout le monde a utilisé, y compris les Alliés, le cinéma comme propagande. Alors maintenant, les guerres modernes, en Irak ou quoi que ce soit, même Ben Laden. Il y a un seul camp, je dis un seul camp de la mort, Ben Laden utilise Internet, il fait son cinéma. Bush utilise CNN, ou Fox News, il fait son cinéma. On est maintenant dans le règne absolu du cinéma comme puissance de mort, et comme puissance de propagande et de domination politique, quel que soit le camp idéologique dans lequel on se place. Pour moi, il n'y a qu'un seul camp, c'est pour ça que je dis il y a qu'un seul camp, c'est le camp de la mort. De ce point de vue-là, du point de vue du rapport à l'image, du rapport à la mort, il n'y a pas de différence entre Bush et Ben Laden. Vous voyez ce que je dis? Oui. Ce serait intéressant, puisque vous avez vu notre musique, parce que je vais parler un peu de ce film, parce qu'il était le dernier. Oui. Ce serait juste peut-être intéressant d'avoir vos impressions de ce film. D'accord. Oui, je vous dis que... ça m'embête d'être... Vous voyez, je préfère parler en théorie de Godard, parce que autant je ne le connaissais pas, bon, vous connaissez un peu ce qui s'est passé, l'histoire de ma rencontre, c'est-à-dire que... Oui, comment ça s'est fait? Alors, une journaliste du Nouvel Observateur, qui s'appelle Aude Lancelin, a eu l'idée de lui envoyer ce livre pour avoir son avis. Voilà. Et il a lu le livre très rapidement. Il l'a beaucoup aimé. Il a voulu il me l'a dit, il m'a appelé, il a voulu me rencontrer, il a voulu faire un débat avec moi. Et il m'a dit, ça fait très longtemps qu'on me propose de faire des débats avec Lanzmann, avec Dossina. J'ai pas envie de faire des débats avec des amis, c'est plus drôle de faire un débat contre un adversaire. Voilà. Donc je vous cite exactement ce que m'a dit Godard. Et donc on s'est rencontrés, il est charmant, humainement il est charmant, et puis voilà, donc je ne pouvais pas imaginer moi que j'allais rencontrer Godard. Je ne change pas un mot de ce que je dis sur lui, parfois je suis assez violent, assez méchant, assez pamphlétaire dans mon style. Mais Godard n'est pas non plus quelqu'un de très gentil, au cours de sa vie il a attaqué assez violemment certains de ses adversaires, donc on peut considérer que c'est une bonne guerre si vous voulez. Moi-même quand je suis attaqué par d'autres écrivains ou dans les journaux, tout ça, ça ne me dérange pas parce que je suis moi-même quelqu'un d'assez robuste, donc voilà, c'est pas un problème. Mais je ne vais pas dire du mal du dernier film de Godard. Évidemment, je ne l'ai pas aimé. C'est pas pour moi. D'une part, le cinéma est juste un divertissement quand je vois un film. Et ce cinéma-là n'est pas un grand cinéma pour moi, les derniers films de Godard. Mais c'est pour ça que je vous dis, je préfère rester dans la théorisation de cette importance de la mort chez Godard, parce que là, on reste dans la théorie pure. Et voilà. Et puis bon, c'est chacun ses goûts. Il y a des gens qui adorent, je me suis fait quasiment huer parce que je parlais à une salle de fans de Godard et j'avais été invité, moi. Après j'avais rien demandé. Oui, après La mort dans l'œil, bien sûr, après ma rencontre avec Godard, il y a un petit caïste qui m'a invité à venir parler, à voir le film Notre musique, c'est comme ça que je l'ai vu, et à venir m'exprimer, et les gens dans la salle n'étaient peut-être pas au courant que j'avais fait ce livre-là, donc les gens étaient estomaqués, quoi. Ils étaient venus pour y entendre parler de Godard, et j'ai dit la vérité, à savoir. Dans les termes un peu plus simples, ce que je suis en train de vous dire maintenant, sur Godard et le rapport à la mort. Donc voilà, on voit encore ça dans d'autres musiques. Il y a la mélancolie, je pense, qui envahit tout vraiment dans ce livre-là, avec une forme de mièvrerie aussi à la fin, l'histoire d'amour, enfin, entre le jeune garçon et la jeune fille. Là, ce n'est pas très puissant à mes yeux. Voilà, je préfère les films du début de Godard, mais même les films du début de Godard n'échappent pas à cette invasion de la mort. Et aucun film n'y échappe. Ça c'est intéressant. Ça c'est une théorie très intéressante parce qu'elle est aussi, disons, surprenante. Il faut d'abord dire la mort,
pourquoi, mais après, quand on vous lit, on comprend un peu mieux. Ouais. C'est très important parce qu'en général, les gens n'ont pas la question philosophique. Mais on ne peut pas comprendre mon propos si on ne comprend pas bien ce que j'ai dit sur Platon. Oui. Parce que c'est pas juste rattaché comme ça, Oui. c'est pas pour faire. C'est vraiment la mort, le rapport, le pouvoir, et la philosophie, et donc la métaphysique, et donc d'un point de vue heideggerien, l'histoire même de l'Occident, l'historialité de l'Occident, comme on traduit en français, naissent chez Platon et apparaissent avec Platon. Et nous sommes aujourd'hui dans une société platonicienne. Pour moi, la République platonicienne, elle est advenue. C'est la société du spectacle que décrit Debord. Qui explique Debord, pas qu'il décrit, parce que oui, enfin, qu'il décrit, qu'il explique et qu'il interprète. C'est la société de notre temps. Donc si on ne part pas de Platon, on va pas, moi ça ne m'intéresse pas de faire un livre juste pour dire du mal du cinéma ou des films. J'ai voulu faire un livre de fond. Je n'écrirai plus jamais sur le cinéma, je ne suis pas cinéphile, c'est pas mon sujet. Ça fait très longtemps, j'ai des amis très cinéphiles, intellectuels cinéphiles, avec qui on s'engueulait, mais enfin avec qui j'étais jamais d'accord parce que moi j'étais pas influencé par le cinéma. Donc un jour, j'ai décidé une fois pour toutes de régler cette histoire-là. Ouais. Donc j'ai voulu faire un livre de fond qui embrasse l'ensemble de la question du cinéma. Et vous venez de la philosophie? Non, mais je lis aussi les philosophes, je lis beaucoup Heidegger, c'est pour ça que je le cite beaucoup depuis quelques années. Je lis beaucoup, j'ai beaucoup lu Nietzsche. En général, c'est les philosophes les plus littéraires, c'est ceux qui ont un rapport intime avec la littérature. Ouais. En France, c'est Pascal, on pourrait dire Blaise Pascal, vous voyez, qui est le philosophe qu'on peut lire à la fois quand on aime la littérature et quand on aime la philosophie. J'avoue que je ne suis pas un fan de Kant, vous voyez. Ouais, ça c'est bon. mais je connais l'importance de Kant. Bon, je connais un peu évidemment l'histoire de la philosophie, c'est pas... Même si je suis plus spontanément littéraire, mais d'une manière générale, comme je vous l'ai dit, de toute façon, à partir du moment où on considère que la littérature est de la pensée, on ne peut pas laisser de côté la philosophie. En Occident, c'est important. En principe, vous êtes romancier? Oui, j'ai vu que vous avez... Vos livres sont moitié essais? Il y a de tout. Mon dernier livre, c'est un recueil de nouvelles, mais je suis dans la fiction, oui. Et même quand j'écris un essai, je parle de moi, vous avez vu, c'est pas un essai universitaire. Donc je reste dans une forme de rapport à ma propre pensée qui est, que j'appelle, qui est de l'ordre de la fiction. Qui parfois s'exprime par des romans, parfois par des essais, parfois par des mémoires. Voilà, quoi. J'utilise toutes les cordes que je peux avoir à mon arc, toutes les armes qui sont à ma disposition. C'est pour ça que je parle toujours en général du verbe, de la littérature avec un majuscule, parce que pour moi ça englobe tout ça. Ouais. Il n'y a que la poésie que probablement je n'utiliserai pas, parce que pour moi c'est pas un mode d'expression intéressant, la poésie contemporaine, quoi. Ouais. Je peux mettre de la poésie dans les descriptions que je fais, elles sont à l'intérieur de mes romans, si vous voulez. La poésie isolée comme ça, pour moi c'est plus tellement possible. Très bien, merci. Mais merci à vous. Merci beaucoup. Ça va, j'ai été clair? Oui, je crois. Comme ça va être diffusé en Allemagne, donc j'essaie d'être un peu philosophique parce que le public français est toujours moins spontanément sensible à la philosophie que le public allemand. Moi j'ai des amis allemands, ils sont toujours d'un niveau assez bien supérieur aux Français du même âge. Hein. Ouais. Bon, c'est culturel, c'est comme ça, la philosophie qui est importante en Allemagne, c'est normal. Là, précisément, ça se passe dans une émission qui s'appelle Lieu de la pensée. Oui. Alors c'est un peu, je crois que ça va. Vous voulez, ce serait bien de la citer en allemand directement, je vous la retrouve maintenant, je donne la référence dans le livre en français, pour vous la retrouver dans le livre en allemand de Heidegger. Oui. Parce que vous n'avez pas retraduit à ma propre citation, autant la citation, c'est le mieux.